Bonjour les gens, vous le savez, j'adore les challenges, donc bien évidemment cette année je me suis réinscrite à quelques challenges et notamment au challenge ABC de Nanette sur Livre Addict que je trouve hyper intéressant déjà parce que Nanette est hyper pointue et donc elle demande pas mal de choses pour que les chroniques soient validées et ça je trouve ça extra. Et en plus de ça, ça permet une grande diversité au niveau des lectures. Donc cette année, je me suis inscrite à ce challenge de deux façons différentes. D'abord avec des auteurs, autrices, écrivaines, donc vraiment pour essayer de lire un maximum de livres autour du féminisme ou en tout cas de la femme en 2018. Et je me suis aussi inscrite dans un challenge spécifiquement pour pouvoir lire plus de romans graphiques d'une façon générale. Donc dans le graphique, je vais vraiment tout mettre, aussi bien les bandes dessinées que les mangas, que les artbooks et que les albums jeunesse par exemple. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres catégories que je connais pas, mais en tout cas c'est celles qui me viennent à l'esprit là tout de suite. Ce sont des livres qui généralement se lisent assez vite en eux-mêmes, mais après derrière je prends souvent pas mal de temps pour découvrir un peu l'univers, parce que à chaque fois je n'y connais strictement rien. Donc j'ai décidé de me faire en fait des week-ends, un petit peu sur le principe du vlog, des week-ends BD, week-end roman graphique, week-end manga, week-end série, enfin ce genre de choses. Et donc eh bien là c'est le tout premier de l'année, je me fais donc un week-end autour de la BD. Je n'ai choisi quasiment que des one-shots, ou en tout cas des romans graphiques qui s'apparentent à des one-shots. Et ben, j'ai commencé hier soir. Là on est samedi matin, j'en ai déjà lu 2. Je vais pas vous les présenter tout de suite parce que j'ai besoin de les digérer, je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, eh ben, je vous ferai des petits bouts tout au long du week-end pour vous dire ce que j'aurai lu. Je me suis prévu une bonne palle, comme vous pouvez le voir. Alors le dernier, c'est pas une BD, c'est un artbook, mais il y a aussi un manga au milieu. Donc on va dire que cette première fois est un vlog BD découverte. En fait, comme il fallait trouver des titres avec des auteurs différents, puisque le principe de l'ABC, c'est que chaque auteur a une lettre de l'alphabet, donc il me faut un auteur en A, en B, en C, bref, vous avez compris le concept. Et comme je n'y connais rien, je suis allée fouiller du côté de Livre Addict sur les romans graphiques qui avaient les meilleures notes, sur ceux qui apparaissaient dans le challenge BD, etc. Et ça m'a permis un petit peu de constituer ma palle. Après, c'est aussi, je vais à la médiathèque, je mets mon nez dans les bacs et j'en choisis un dans chaque catégorie. Donc là, c'est un peu de tout. Il y a un manga, il y a de la BD historique, il y a une BD en 2 tomes qui est classée dans les mangas aussi, il y a un artbook et je vais donc pas vous présenter ma palle, ça sert à rien parce que déjà je sais pas si je vais la lire en entier et parce qu'en plus de ça, si je vous les présente maintenant et qu'à chaque fois je vous les présente un par un, c'est un peu redondant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai commencé donc hier soir, on était vendredi, il y a eu un petit couac dans l'emploi du temps, on a passé quelques heures aux urgences, donc j'ai déjà eu le temps de lire le premier manga qui était Le Cirque des Horreurs de Junji Ito, qui en fait apparaît comme un volume d'une saga parce qu'il y a eu, si j'ai bien compris, toute une réédition autour de cet auteur et non pas que les histoires se suivent, puisque pour moi ça s'apparente à un recueil de nouvelles. Je vous en reparle, mais j'ai adoré. Alors déjà, ça a été la première super bonne surprise, c'est que j'ai adoré, je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite, hier soir, j'ai également lu Auschwitz, qui est donc une BD historique, et mon Dieu, qu'elle est magnifique. Alors j'en avais entendu parler il y a 1 an ou 2, sans doute sur Booktube à l'époque. J'avais trouvé déjà la couverture exceptionnelle. Je l'ai laissé longtemps dans ma wishlist et je l'ai finalement enlevé parce que, ben, il faut dire ce qu'il est, je n'achète pas de BD ou d'album, très rarement, parce que financièrement je peux pas forcément me le permettre. Mais cette BD est une pépite, le dessin est absolument exceptionnel, donc c'est pareil, il faut que je prenne le temps de la digérer, que je prenne le temps de comprendre tout ce qu'il y a eu autour pour vous en parler, ne serait-ce que de 3 minutes, mais d'une façon qui soit agréable et aussi percutante que ce que cette BD a pu me percuter, c'est le cas de le dire.
Mais je me ferai des petites sessions vraiment comme des week-ends à 1000, sauf que là ce sera pas des week-ends de pages, mais ce sera des week-ends de style, de genre littéraire, on va dire, comme ça. J'ai envie de faire une spéciale série, j'ai envie de faire une spéciale BD engagée, une spéciale BD féministe, enfin voilà. J'ai plein de thèmes, je me les suis notés sur un bout de papier, j'en ai déjà 5 ou 6, donc ce qui veut dire que je peux me faire déjà 5 ou 6 week-ends, ça peut être cool. Bref, je me tais et je me dis à tout à l'heure. Donc comme promis, je vous parle de ma toute première lecture BD de l'année 2018. Il s'agit, alors c'est pas BD, je me reprends avant de me faire taper sur les doigts, c'est un manga. Il s'agit d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Le Cirque des Horreurs de Junji Ito. Et j'ai donc tellement aimé ce manga, et croyez-moi que dans ma bouche ça signifie déjà beaucoup, que j'ai fait quelques recherches sur ce petit monsieur. Et il se trouve qu'en fait, donc Junji Ito est un mangaka japonais très connu, d'une 50aine d'années, et qui est même reconnu comme étant le maître du manga de l'horreur, si je ne dis pas de bêtises. Ce recueil de nouvelles a été publié au Japon entre 91 et 95 et il a été publié chez nous en 2012. Il y a une douzaine ou 13 volumes qui sont indépendants, si j'ai bien compris, parce que comme je vous le disais en introduction, il s'agit en fait d'une saga autour de l'auteur, d'une sorte de réédition. Voilà, vous me reprendrez, vous me reprendrez, vous me oh là là, vous me reprendrez en commentaire si je dis des bêtises. Hey, c'est sorti du premier coup, c'est bon. Donc voilà, j'ai adoré. J'ai été très surprise d'adorer, mais j'ai adoré. Son style est dérangeant, déroutant. C'est gore, mais moi en même temps ça m'a fait rire. J'ai beaucoup de mal en fait à être effrayée par des choses horrifiques en noir et blanc. En tout cas sous un format image. Sur un écran, dans une version animée, je ne dis pas, mais sous un format image, ce n'est pas quelque chose qui est terrifiant pour moi. Donc ça perd un petit peu de son charme. Mais c'est quand même hyper dérangeant, c'est gore par moments. Et c'est assez extraordinaire. J'ai vraiment été hyper surprise par cette lecture. Donc il y a 5 nouvelles dans ce recueil. La première qui donne donc le titre du volume, Le Cirque des Horreurs, c'est un cirque particulier où en fait les personnages sont amenés à réaliser certains défis pour plaire à une femme sur les ordres d'un homme dont on ne sait pas trop d'où il sort, et c'est tellement effarant qu'on n'arrive pas à y croire en fait. Ensuite, il y a une autre nouvelle autour d'une légende sur les pierres tombales que j'ai adorée. Je pense que ça a été ma préférée de ce recueil. J'ai trouvé l'histoire hyper originale, mais vraiment, le concept même me plaisait beaucoup. La troisième, j'ai pas spécialement accroché, et les deux dernières sont, parce que je suis incapable de faire référence à d'autres œuvres japonaises, donc je vais prendre une autre référence, sont à rapprocher pour moi de l'humour que l'on peut retrouver dans la famille Addams. Voilà. Et du coup, ça l'a complètement fait, mais à tel point que j'ai carrément envie de découvrir d'autres mangas de cet auteur, et dès que je le rends à la médiathèque, c'est clair que j'en prends d'autres. Et ensuite, j'ai donc lu Auschwitz, qui est une bande dessinée de Pascal Crossi. Et alors là, grosse claque aussi, principalement pour l'esthétique. Parce que pour l'histoire, malheureusement, je la connais déjà bien, ou alors heureusement, parce que ça me permet aussi d'en parler. Si vous n'avez jamais rien lu sur la Shoah d'une façon générale, rien lu, rien vu, rien entendu, posez-vous des questions et allez immédiatement vous renseigner. Coupez cette vidéo, elle n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il s'est passé dans notre histoire. Et cette BD est juste hallucinante. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvée. Pascal Crossi a mis 5 ans pour la sortir. Il a fait un énorme travail de recherche, de collecte de témoignages. Il a contacté beaucoup donc des survivants de la Shoah qui lui ont expliqué comment ça s'était passé, donc notamment à Auschwitz, qui se trouve donc en Pologne et non pas en Allemagne, contrairement à ce que certains ont tendance à dire, parce que quand on apprend l'histoire, on retient certaines informations, mais pas forcément tout.
Cette BD est saisissante de réalisme. Il a fait le choix de faire un dessin réaliste. Alors il s'est basé sur une fiction, une très légère fiction, avec un couple qui se remémore leur passage en fait à Auschwitz dont ils ont survécu, et il y mêle des faits historiques. On comprend tout ça parce qu'à la fin de la BD, il y a des explications sur son travail de recherche, il y a une interview justement pour expliquer le parti pris qu'il a pu avoir de respecter certains événements et de s'en éloigner à d'autres moments, ce qui a pu lui valoir quelques accroches avec les personnes qui avaient témoigné pour lui. Et du coup, il a donné une sorte de droit de réponse également sous la forme de lettres publiées à la fin de cette BD. Et c'est extra quoi, mais vraiment. Ce qui est assez fou, c'est que le dessin est extrêmement précis, il y a beaucoup de détails et en même temps le style est épuré, ce qui fait que vous plongez dans l'histoire. Moi je me suis vraiment sentie avec toutes les précautions qu'il faut prendre quand je dis ça, bien sûr, mais je me suis sentie à l'intérieur dans le sens où j'ai eu la sensation de comprendre où est-ce qu'il voulait nous emmener en fait. Bien évidemment que je n'ai aucune idée de ce qui a été vécu là-bas. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots, c'est d'une esthétique qui est incroyable. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là. C'est une qualité hallucinante pour moi et je suis vraiment émerveillée par cette BD. Et suite à ces deux lectures, hier j'étais partie pour commencer une troisième BD et en fait Auschwitz m'a mis un peu un coup sur la tête et je me suis dit non, tu peux pas passer à n'importe quelle BD après ça. Donc j'ai décidé de laisser passer la nuit et je vais attaquer maintenant mes BD pour la journée du samedi. Et puis j'en attaquerai d'autres pour dimanche et je vous présenterai tout ça. Mais franchement, je suis super contente du truc parce que là, ça fait une découverte d'un auteur que j'ai carrément envie de découvrir encore plus et une BD que je suis super heureuse d'avoir découvert. Super heureuse d'avoir découvert. Enfin bref, vous m'avez compris. Dimanche matin, il est temps de vous parler des deux BD que j'ai lues hier après-midi et puis je vous parlerai un petit peu plus tard de la BD que j'ai lue hier soir, toujours parce que ça m'intéresse de faire des recherches parce que je découvre l'univers de la BD et que je ne sais pas en parler. Je suis passée à quelque chose de beaucoup plus léger hier puisque j'ai lu In Bed, donc de Lydia Frost et Kalonji. Kalonji étant le dessinateur et Lydia Frost étant l'auteur de l'histoire. Que vous dire, on est sur de l'adultère, sur une histoire d'adultère, dans une BD qui est érotique, donc clairement pas adressée aux moins de 18 ans. C'est une BD que j'ai particulièrement appréciée pour son dessin, mais l'histoire m'a laissé un peu, comment dire, c'est à la fois hyper travaillé, hyper recherché et en même temps très classique. Je m'explique. L'histoire commence sur une scène de sexe avec un couple qui se retrouve à l'hôtel et au moment où l'homme s'en va, la femme lui tend un bouquet en lui disant « N'oublie pas le bouquet pour ta femme ». Donc on sait tout de suite qu'on est dans un schéma qui est à la fois inattendu et en même temps tellement classique. Sauf que au lieu d'être juste une histoire de cul, on est vraiment dans qu'est-ce que chacun des protagonistes, aussi bien l'homme que la femme, vont faire de cette histoire. Parce que très rapidement, on se rend compte que, comme on peut s'y attendre au vu des premiers dialogues, l'homme est effectivement en couple, voire même marié, mais il en est de même pour elle. Et là, tout de suite, ça change la donne. On est toujours dans du classique, mais on sort un petit peu de l'a priori, c'est l'homme qui trompe sa femme. En l'occurrence, tous les deux trompent quelqu'un. Mais surtout, est-ce qu'ils ne se trompent pas eux-mêmes? Et c'est ça en fait que Lydia Frost a réussi à mettre en avant dans cette BD au travers de son texte, c'est que se pose la question de finalement pourquoi est-ce qu'on trompe et qui est-ce qu'on trompe. Donc ça m'a bien plu. Ce qui ne m'a pas plu, c'est la fin qui est assez attendue, j'ai envie de dire, un petit peu dans ce qu'on voit habituellement dans ce genre d'histoire. Ceci étant, j'ai adoré le dessin. Alors là aussi, je ne sais pas en parler, j'essaierai de vous mettre quelques images, mais pas trop parce que ce n'est pas une BD tout public, donc je vous mettrai pas forcément des scènes érotiques, bien évidemment. Mais pour moi, c'est le type de dessin que je dirais fait au fusain. Je pense pas que ce soit ça. Et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était hyper difficile
non c'est pas hyper difficile, c'est que je ne trouve pas d'informations sur comment sont faits les dessins. Est-ce que c'est de l'aquarelle? Est-ce que c'est du crayon? Est-ce que c'est de la pastel? Est-ce que c'est du fusain? Est-ce que c'est de l'ordinateur? Tout ça, je ne sais pas en parler, et quand vous trouvez des chroniques sur des BD, on parle souvent de l'histoire et du dessin dans son entièreté, mais on ne parle pas forcément de l'outil, de la technique utilisée. Et moi, c'est ça que j'aimerais bien comprendre. J'ai trouvé en fait que cette BD avait beaucoup de charme, que le dessin était plein, le dessin lui-même en fait est érotique, il y a beaucoup de courbes, il y a beaucoup de travail au niveau du noir et blanc, c'est classe, c'est élégant, et vraiment ça m'a plu pour le trait. Donc j'essaierai de voir si je trouve d'autres BD ou d'autres supports de cet auteur, donc, de cet artiste qui est Kalonji. Voilà. Et Lydia Frost, je crois avoir lu que c'était sa première histoire, mais comme cette BD date un peu, je crois qu'elle date de 2014, peut-être que depuis elle a publié d'autres choses. Je change de registre également avec une BD du coup beaucoup plus colorée, beaucoup plus simple et dans son trait et dans son histoire. Il s'agit de Dans mes yeux de Bastien Vives. Alors avant que je n'oublie, je lis mes notes. De ce que j'ai compris avec une autre BD qui s'appelle Elle et une autre encore qui s'appelle Amitié étroite, il s'agit d'un triptyque autour du sentiment amoureux, tout en sachant qu'il n'y a aucune obligation d'avoir lu l'un pour lire l'autre. C'est simplement, voilà, si vous intéressez au sujet, ou à l'œuvre dans sa globalité, peut-être que vous aurez envie de lire les trois, donc je vous le dis. Alors là c'est pareil, moi quand j'ai découvert cette BD, je vous mets encore une fois 2-3 images, je me suis dit comment est-ce que c'est réalisé, et j'ai pensé tout de suite pastel, les gros crayons gras qu'on peut utiliser quand on est enfant, les Crayolas en fait. Alors là j'ai trouvé l'information qu'il avait utilisé des crayons de couleur, donc est-ce que les crayons là font partie des crayons de couleur? Je n'en sais rien, mais comme ça vous le savez et moi aussi. C'est difficile de vous parler de cette BD parce que si je vous en parle dans le détail, elle n'a plus aucun intérêt à mon sens à être lue, et c'est pour ça même que je vous déconseille d'aller chercher de l'information sur cette BD. Laissez-vous simplement tenter, vous aimerez ou non, mais au moins vous aurez été surpris, parce que je pense qu'il y a peu de BD qui sont réalisées de cette façon au niveau du texte. Moi je me suis laissée prendre au jeu par rapport au 4e de couverture sur lequel il est écrit « Depuis le moment où tu es venu me chercher devant la fac, j'avais envie de t'embrasser. On parlait, mais tu ne m'embrassais pas. » Ça m'avait tenté quand j'ai lu le résumé sur Livre Addict. Et à côté de ça, par contre, si j'avais dû, moi, croiser cette BD à la médiathèque, je l'aurais jamais prise parce que j'aime pas du tout la couverture. Comme quoi, ça tient à pas grand-chose. Sans vous en dire trop, je peux simplement vous indiquer que on est sur les prémices d'une histoire d'amour, d'une personne qui tombe a priori instantanément amoureux d'une autre personne dès qu'il la voit dans une bibliothèque, donc le personnage qui est ici, et qui se laisse bercer et qui vit ses premiers émois et sa première relation avec cette personne. La particularité, l'originalité du texte, si je puis dire, c'est qu'il est de libre interprétation. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Ce qui donne un petit peu une impression de bâclé. Là aussi, vous comprendrez si vous la lisez, pardon. Et moi, ça a manqué de profondeur pour moi. Alors oui, on peut imaginer plein de choses, on peut se créer nos propres dialogues, mais il y a aussi un petit peu cette impression que finalement, Bastien Vives, c'est Bastien, je me trompe pas, oui, Bastien Vives s'est dit, bah voilà, moi je fais ce qui m'intéresse, à savoir le crayon, le dessin, mais après tout, l'histoire, c'est à vous de l'inventer. Ça peut vous paraître un peu abrupt comme ça, mais je vous garantis que si vous la lisez ou si vous l'avez lu, vous comprendrez pourquoi je reste aussi énigmatique, si je puis dire. Donc c'est pas une BD qui restera dans les annales pour moi, dans le sens où je vais pas forcément avoir envie de la relire, mais je suis contente de m'être laissée guider par mon intuition, parce que j'ai découvert quelque chose de très original finalement, en tout cas par rapport à ce que moi je connais du peu que j'ai pu lire en BD. Voilà. J'ai continué mon week-end spécial BD avec Pilule bleue de Frédéric Peters, qui, sans le savoir, est une BD autobiographique, donc j'étais plutôt contente. Vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est autobiographie et témoignage, et là j'ai été plus que servie parce que l'histoire est assez percutante également.
Frédéric Peters, dans cet ouvrage, nous raconte au départ les débuts d'une histoire d'amour, le fait qu'il ait rencontré une jeune femme qui s'appelle Cathy quand il avait une vingtaine d'années. Ils vont se croiser et se recroiser pendant quelques temps avant de décider, est-ce que vraiment on décide? Bref, ils vont tomber amoureux, entamer une relation et ça va être l'occasion pour Cathy de lui apprendre qu'elle est séropositive ainsi que son petit garçon qui a, je crois, 2 ans au début de leur histoire. C'est donc un énorme coup dans la gueule pour lui et pourtant il décide, et c'est ça qui est magnifique, de faire face, de l'accompagner, de rester avec elle parce que la maladie ne fait pas tout, parce que la maladie ne décide pas de toute une vie et c'est ce que présente ce récit. Alors tout de suite en termes de dessin, j'ai pas forcément été séduite par rapport aux autres que j'ai pu vous présenter pendant le week-end. J'essaierai comme d'habitude de vous mettre une image ou deux pour vous présenter le trait qui est utilisé dans cette BD. Par contre, ce qui est assez fou, c'est que quand je l'ai emprunté, je ne me souvenais pas du tout de quoi ça parlait, puisque j'avais fait ma sélection pour un challenge il y a très longtemps maintenant, enfin en tout cas il y a plusieurs semaines, donc j'avais plus tout en mémoire. Et en fait, quand j'ai regardé les tout premiers dessins, il y avait quelque chose qui me gênait, qui me mettait mal à l'aise. Et je me rappelle, quand je l'ai démarré la lecture hier, je m'entends dire à mon homme, c'est bizarre parce que le visage de cette femme est très émacié, on dirait qu'elle est malade, ça me fait penser à ces premiers dessins croquis qu'on pouvait voir des personnes atteintes du sida dans les années 90. Et du coup, quand derrière je tombe quelques pages plus loin sur « je suis séropositive », je me suis dit il a très bien rappelé ce qu'on pouvait voir de ces dessins-là dans les années 90, à savoir que la BD date de 2001, donc c'est à peu près la même époque. Et donc pour une fois, on va dire que ce qui m'a le plus plu, c'est l'histoire plus que le trait et le dessin. Et je remarque que de plus en plus, autant je pouvais parfois m'arrêter véritablement et ne pas emprunter une BD parce que je n'aimais pas la façon dont c'était dessiné, autant de plus en plus je laisse une chance à l'histoire. Donc il y a une évolution depuis quelques mois pour moi au niveau de mon choix de lecture et ça me plaît assez. Pour ce qui est donc de l'histoire Les Pilules Bleues, on peut dire qu'on est dans un récit qui est à la fois très personnel et très factuel. Et c'est là qu'est la force, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de fausse pudeur. Il n'y a pas non plus d'exhibitionnisme. Il a vraiment trouvé l'équilibre entre les deux. Il est sans faux semblant, il explique ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé, ce qu'ils ont traversé, avec plein de petites choses qui tournent autour, comme par exemple, en parallèle, la place, le rôle qu'il va prendre dans la vie du petit bout de chou, en fait, de Cathy. Donc ça va au-delà de simplement la maladie. Et en même temps, grâce à un protagoniste qui est un médecin, en fait, il y a des faits qui sont expliqués, et un chat qui se promène derrière moi. Il y a des faits qui sont expliqués et qui permettent de démystifier certaines croyances, certains on-dit, certaines rumeurs autour du virus du HIV et c'est très bien, ça apporte vraiment quelque chose de plus. Il y a aussi un moment complètement what the fuck où il va se promener sur un espèce de mammouth, mais là je vais pas pouvoir vous en dire plus. Par contre du coup j'ai découvert une citation d'Épithète que j'adore qui est « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu veux », contente-toi de les vouloir comme ils arrivent. Et rien que pour avoir découvert cette citation, je suis très contente d'avoir lu ce bouquin. Pour finir ce week-end, je vais très mal vous parler d'une BD en 2 tomes qui s'appelle « Je suis communiste » de Park Kun-wong. Pourquoi est-ce que je vais très mal vous en parler? Eh bien tout simplement parce que parfois, quand vous empruntez des livres, vous êtes plein d'enthousiasme à l'idée de découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous vous dites, tiens, je vais prendre ça, ça va changer, c'est parce que j'ai l'habitude de lire. Bon, c'est pas mon sujet préféré, mais après tout, si c'est bien raconté, pourquoi pas? Et puis vous vous lancez à l'attaque du bouquin, et vous lisez 1 page, 2 pages, 100 pages, et vous êtes largué, mais complètement, mais c'est pas grave, continue. Jusqu'à ce moment fatidique où vous avez l'impression d'être devant votre prof d'histoire géo, qui a un méga DS hyper important, COEF 3500 pour votre note du bac, et que vous ne savez rien, que vous n'avez rien compris, que vous n'avez rien appris, que vous n'avez rien retenu, et donc, je vous présente, je suis communiste. Je
peux pas mieux vous en parler que ça. Il faut savoir que cette BD est adaptée en fait déjà d'un roman qui est une biographie ou une autobiographie, je ne me souviens plus. Et pour résumer, on va dire que l'on suit l'histoire, la vie d'un dissident politique à travers les âges pendant plus de 50 ans. Cet homme-là, dont on raconte l'histoire dans cette BD, a passé 37 ans en prison comme dissident politique. Il en est ressorti à pas loin de 70 ans et à cette occasion, il a été interviewé. Et ensuite, suite à son roman, à son histoire, il a été décidé de la retranscrire en BD. J'ai été très vite larguée parce que je n'ai absolument pas les connaissances nécessaires, ni en histoire, ni en géographie, pour comprendre. D'un point de vue géographique, il y a plein de lieux, de noms de bleds, de noms de villes plus ou moins importantes que cet homme a pu traverser. On passe du nord au sud, du sud au nord, en faisant un petit détour par le Japon. Et alors, d'un point de vue histoire, on a la guerre de Corée, mais on a avant la guerre avec les Américains, on a l'occupation japonaise, le tout mélangé, et je vous le fais dans le désordre parce que moi je m'y suis perdue, et surtout, personnellement, je n'ai pas compris ce que le dessin apportait en fait au récit. Il y a plusieurs étapes parce qu'il parle aussi bien de sa vie avant qu'un petit peu de sa vie pendant quand il était en prison. Et ce que j'ai trouvé moi le plus intéressant, sa vie maintenant dans le sens où sous forme de BD apparaît en fait la journaliste qui l'a interviewée, toutes les questions qu'elle a pu lui poser qui ont permis de mettre un peu en perspective son opinion et son récit. C'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Tout comme dans le tome 2, vous avez également des petites discussions, des petites scénettes en fait, à partir du moment où il a eu l'autorisation de recevoir sa famille quand il était en prison, ainsi que l'échange de courriers qui permettent un peu, au-delà des faits purement historique, de comprendre sous beaucoup d'humilité et sous beaucoup de, comment dire, pas de timidité, mais de pudeur, ce qu'il a pu vivre et ce qu'il a pu ressentir, car cet homme n'est jamais revenu sur ses opinions et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est qu'il a fait preuve d'un alignement par rapport à ses croyances, par rapport à ses valeurs qui, que l'on soit d'accord ou pas avec lui, est quand même quelque chose d'assez incroyable. Il a été torturé pour abandonner ses idées, il a été torturé pour dénoncer ses compagnons et il n'a jamais rien dit en 37 ans de prison. Il aurait pu plusieurs fois sortir sous réserve de dénoncer un tel, sous réserve de revenir sur ce qu'il avait dit quelques années auparavant. Il s'y est toujours refusé, c'était une question, c'était même plus une question d'honneur, c'était sa vie, il était comme ça et c'est juste hallucinant quoi. Moi j'ai énormément de mal à l'imaginer et encore une fois, quelles que soient ses idées, je suis assez admirative de cette ligne de conduite. J'avoue, même si j'ai pas pané un iota de ce que j'ai lu d'un point de vue géopolitique, on va dire. Alors si vous me permettez une comparaison un peu foireuse, pour ceux qui connaîtraient le jeu de société Risque, j'ai eu l'impression d'assister à une partie grandeur nature de Risque où l'URSS, les États-Unis, les Japon s'amusent à jouer avec la Corée pour savoir qui prend quoi, qui fait quoi, les manipulations, les stratégies, tout ça, c'est assez incroyable de voir ces grandes nations décider pour des soi-disant plus petites, moins développées, en se disant bah moi je prends ça, ok, mais toi tu me laisses ça alors, ouais mais moi je ferai comme ça, machin, et de tout mélanger sans se préoccuper à aucun moment de ce qui serait mieux pour la population, pour les habitants, et puis surtout de leur laisser un petit peu la parole pour gérer leur propre pays, accessoirement.
À part ça, malheureusement, je peux pas vraiment vous dire que j'ai aimé. J'ai lu le tome 1 en entier, le tome 2 qui est encore plus épais, j'ai lu le début, le milieu, la fin, mais j'ai un peu fait du survol entre deux parce que je n'en pouvais plus. C'était très fatigant à la fois de réussir à rester concentré sur des noms qui ne sont pas des noms usuels pour moi, d'être un peu largué parce que finalement quand ils nomment des noms de villages, je vous avoue que j'avais pas une carte de la Corée à côté de moi, donc je savais jamais trop s'il était dans le sud, dans le nord, entre les deux ou dans un autre pays. C'était très compliqué. Et puis il y a beaucoup d'allers-retours en fait, puisque l'idée c'est qu'il raconte sa vie maintenant, mais sa vie d'avant, et il explique comment il en est arrivé là, il explique ce qu'il ressent aujourd'hui, du coup c'est des allers-retours qui sont d'un point de vue de la BD marqués par un changement d'esquisse, un changement de dessin, le tout en noir et blanc, avec des descriptions qui sont très sympathiques de tas de fleurs, de paysages, etc. Mais vous au final visuellement vous n'y gagnez rien. Donc ils m'ont perdu, franchement ils m'ont perdu. Je suis contente d'avoir osé me lancer, d'avoir osé l'emprunter, mais me demandez pas, ne serait-ce que dans 2 jours, de vous raconter de quoi ça parle dans le sens détail ou un fait qui m'aurait marqué, parce que franchement j'en serais incapable. Et puis ben malheureusement c'est comme ça que va se finir ce week-end spécial BD. Pour tout vous dire, nous sommes mardi parce que la lecture du tome 2 m'a pris un peu plus de temps que ce que j'avais imaginé. Donc c'est un petit peu une, une fin de week-end en autre boudin, voilà, pour prendre une expression fort sympathique. Mais je retenterai l'aventure par contre parce que j'ai bien aimé le concept de ne lire que des BD pendant tout un week-end. Donc je pense que je le referai, soit que des BD, soit que des mangas, soit que des albums. Bref, je vous ai déjà expliqué tout ça en intro, je vais pas recommencer. A bientôt, ciao!